Le dialogue doit respecter le cadre constitutionnel. La Senco l'a rappelé ce mardi au cours d'un point de presse et insiste sur l'exclusivité de ses travaux. Malgré l'interdiction du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, beaucoup d'écoles continuent d'organiser la vente à prix fort des objets classiques, ce que dénoncent les parents d'élèves. Antenne A, le journal James Katamboa. Eric Izami, journaliste à la rédaction d'Antenne A, interviendra dans ce journal pour nous rendre compte de la journée d'aujourd'hui aux travaux du dialogue national. Bonsoir Eric Izami. Bonsoir James Katamboa. Bonsoir à vous également et merci d'être là. Corneille Nangaa a exposé aujourd'hui sur l'évolution du processus électoral au dialogue à la Cité de l'Union africaine. 3 propositions ont été faites et c'est demain qu'aura lieu les débats en plénière. Eric Izami, Sylvain Kapombo, Bosengele et Blessunda. Que nous cherchons depuis plus de 10 mois. Il fallait trouver un cadre qui nous permette de présenter les contraintes qui nous lient à l'organisation des élections. C'était donc l'opportunité de présenter d'abord l'historique, l'aperçu historique des élections en République démocratique du Congo. Et nous sommes allés jusqu'avant l'indépendance, jusqu'à nos jours. Nous avons ensuite identifié les problèmes que nous connaissons aujourd'hui en termes du fichier et qui trouvent son origine à partir des options politiques levées à un certain moment. Et c'était question de dire aux dialogants que s'ils ne prennent pas de nouvelles options, même en 2030, les problèmes que nous connaissons aujourd'hui resteront de vigueur. Nous en avions profité également pour présenter plus, on ne peut pas parler des élections sans penser à son système électoral utilisé au Congo. Nous avons plus ou moins disséqué ce que nous avons vécu à terme d'expérience sur le système électoral utilisé au Congo, avec les conséquences. Ça, c'est une analyse objective qui permettrait aussi aux dialogants de réfléchir sur comment on doit pérenniser les élections, en proposant bien entendu dans les jours à venir des exigences qui feraient qu'en 2021 ou en 2026, que le problème des délais constitutionnels ne se pose plus. C'est ça qu'il est question. Nous, le comodérateur nous a plus ou moins orientés dans le sens que nous allons poursuivre demain avec les autres questions liées entre autres aux séquences des élections et à la problématique du calendrier et autres. Mais est-ce que ça veut dire que vous avez tranché sur les 3 options aujourd'hui? Et la meilleure des options de ces 3? Les options, les options, d'abord nous voudrions dire que la compétence de ces questions, c'est la Commission électorale nationale indépendante. On peut discuter sur des options et la vérité est que nous avons déjà commencé l'enrôlement et l'identification des électeurs au niveau du Nord Ubangi. Qu'est-ce que ça signifie? Au Nord Ubangi, nous donnons la carte d'électeur simultanément avec l'enrôlement, mais en même temps nous récupérons l'ancienne carte en l'oblitérant. Donc aujourd'hui, c'est un processus que la CENI poursuit normalement et les dernières statistiques indiquent que nous avons déjà enrôlé plus ou moins 230 000 électeurs. Est-ce que allons-nous encore revenir sur l'enrôlement et dire que non, on arrête l'enrôlement et faire autre chose? Ça, ce sont des options qui ne dépendent pas de nous. Ça sera c'est des questions qui sont discussions de politique. Nous, on est ici comme experts pour donner des orientations techniques et des exigences techniques à toute option qu'ils pourraient lever. La question du calendrier sera de la même manière. C'est de notre compétence de publier un calendrier. Nous attendons des indications qui viendront de ces politiques pour nous permettre de publier un calendrier. Les indications, ça veut dire qui permettrait un calendrier consensuel. Donc il n'y a pas besoin Eric Izami, autre chose à savoir sur cette intervention de Corneille Nangaa aujourd'hui au dialogue?
Justement, il a parlé des options. On est bien clair quand on parle de l'article 211 de la Constitution de la République démocratique du Congo qui dit que l'exclusivité d'organiser les élections, les processus référendaires au Congo-Kinshasa relève de la CENI. Mais là, il s'est agi de donner vraiment la chance aux uns aux autres de pouvoir aborder le sujet pour lequel le dialogue a été convoqué, c'est-à-dire le processus électoral. Alors, les trois options sont lesquelles? La première est celle qui est en rapport avec le fichier de 2011, les fichiers existants, mais qui par ailleurs est jugé par l'opposition d'infesté et de corrompu par la majorité et puis de prohibé par la société civile. Donc personne n'en veut. Ces fichiers-là de 2011 qui existent, mais qu'on ne peut peut-être pas utiliser, sauf si les acteurs, parce que la CENI en ce moment-là est l'arbitre, les acteurs, opposition ou majorité, acceptent par un accord politique de pouvoir l'utiliser pour respecter le délai constitutionnel pour l'année 2016, pour lequel on avait prévu quand même l'élection présidentielle. C'est cela. Ça, c'est la première option. Et la deuxième option, c'est de tenir en compte des nouveaux majeurs. Tous ceux qui ont atteint l'âge de la majorité depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. S'il faut les intégrer dans un fichier, notamment là, il s'agira peut-être de faire une révision partielle pour prendre cela en compte. Et puis l'actuelle loi électorale de la République démocratique du Congo exige à ce que l'on puisse aussi prendre en compte tous nos frères qui sont demeurés congolais mais qui sont dans la diaspora. Ouais. Eux aussi, ils doivent participer au vote. Ça, c'est la deuxième option. La deuxième option, elle aussi, va nécessiter un accord politique entre les acteurs. Et puis la troisième option, c'est celle qui a été enclenchée par la CENI depuis le 10 février courant, c'est-à-dire l'appel d'offres pour acquérir les différents matériels et machines pour enrôler les Congolais et cette fois-là reprendre le travail à révision totale. Exactement, c'est ce qui est en train d'être fait et pour ça c'est la grande opération qui a été lancée depuis le 10 février pour le lancement de l'acquisition des matériels et puis on a véritablement commencé à enrôler les Congolais à partir de la province du Nord au Bangui depuis le dimanche 31 juillet 2016 et l'opération se poursuit parce que dans pas longtemps ça sera l'espace Kivu et puis ça va se poursuivre jusqu'à atteindre tous les 4 coins de la République démocratique du Congo et c'est cela quoi, c'est ce qui a été évoqué aujourd'hui. Mais là le président de la CENI n'a fait qu'exposer, les uns les autres ont écouté, mais seulement il n'a pas été seul. Les participants au dialogue ont aussi écouté des experts des Nations Unies et puis les experts qui sont venus de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, parce que ce sont ceux-là qui avaient aussi fait des audits externes du fichier de 2011 existant au Congo-Kinshasa. Et c'était notamment piloté par le général malien Siaka Sangaré. Pour revenir à la première option, ça s'est passé ici en Afrique, au Mali notamment. Le président Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, a été élu comme ça. C'était le fait que les acteurs politiques, d'un côté et de l'autre, s'étaient mis d'accord de pouvoir aller aux élections pour respecter les délais constitutionnels, mais en mettant des côtés. Voilà, c'est cela. Il faudra en ce moment-là convaincre ceux des Congolais qui ont atteint par ailleurs l'âge de la majorité, notamment appelés les nouveaux majeurs. Ouais. C'est de ça qu'il a été question. Et c'est demain qu'aura lieu le débat général au niveau de la plénière pour dégager les options. C'est-à-dire que chacun de camps amènera ses experts, parce qu'il ne s'agit pas d'une question qui relève de la vente de cacahuètes. Ici, il s'agit des élections. Voilà. Ça promet. C'est à l'issue de débat que l'on saura qu'est-ce qui a été décidé in fine, comme ça on va aller. Mais entre-temps, la CENI dit, pour faire la vaste opération d'enrôlement des Congolais estimés entre 42 à 45 millions, ici au pays comme dans la diaspora, il lui faudra le faire pendant 16 mois et 1 jour. Donc, la date court depuis le 10 février 2016. Les experts des Nations Unies, aujourd'hui, eux ont proposé plutôt de le faire pendant 10 mois. Mais pour eux, ils partent de la date de 31 juillet, le jour où on a commencé véritablement à enrôler. Et auquel cas, ils vont avoir 10 mois. Mais si tu regardes très bien, entre février et août, ça fait 6 mois. Donc, ça va rejoindre l'option de la CENI que d'avoir 16 mois et 1 jour. Et la dernière option, je l'ai mentionné, c'est celle qui est en cours. On est en train d'enrôler tous les Congolais de partout. La révision totale. Exactement. C'est bon. On a compris. On revient à toi à la fin, Eric Izami, pour un dernier mot et pour voir un tout petit peu ce que sera ces débats de demain. On poursuit avec l'actualité. Le dialogue entre les forces vives de la nation devrait se dérouler dans le respect absolu du cadre constitutionnel et doit être inclusif. C'est l'essentiel du message
de la SENCO, lu ce mardi par son secrétaire général, l'abbé Léonard Santedi, au cours d'une conférence de presse. Reportage, Sylvie Fortuné, Mboula et Mathieu Ngadipofi. La conférence épiscopale nationale du Congo ne baisse pas le bras. Bien que les travaux du dialogue aient débuté avec l'absence de quelques partis de l'opposition politique, le prince de l'Église catholique continue de croire à l'inclusivité de ces travaux. D'où la poursuite des démarches de la SENCO auprès de forces vives de la République. Maintenant que le dialogue a commencé, la SENCO ne s'arrête pas, elle continue pour accompagner d'abord dans la prière, mais accompagner aussi par la sollicitude en rencontrant les acteurs qui sont au pouvoir, en rencontrant l'opposition, en rencontrant la communauté internationale pour qu'on donne plus de chances à ce dialogue qui a commencé mais qui doit se poursuivre en tenant compte aussi des exigences des uns des autres, notamment en continuant avec des mesures de décrispation, la libération d'autres prisonniers, l'ouverture d'autres médias, continuer aussi dans les contacts avec l'opposition, continuer dans les contacts avec la communauté internationale. La SENCO prévient, ces dialogues doivent se dérouler dans le respect absolu du cadre constitutionnel. Au cas où il s'égarait, la SENCO ne pourra pas maintenir sa participation à ces dialogues. Les évêques attirent l'attention surtout quand ils parlent de ce cadre constitutionnel. Vous connaissez les articles verrouillés concernant notamment la durée du mandat présidentiel, concernant l'alternative démocratique au pouvoir. La SENCO souhaite que la communauté internationale veille à la bonne application de conclusions et recommandations du dialogue national afin d'éviter de nouveaux blocages. Dialogue toujours, la question du per diem qui touche les participants à ce dialogue divise les citoyens lambda. Si pour certains, les participants devraient y renoncer carrément, pour d'autres, ils en ont bien le droit. Domomat et Mathieu Ngadipofi. Le nombre des participants au dialogue a pris l'ascenseur. Des 200, ils sont passés à 280. D'après certaines indiscrétions, ces chiffres pourraient encore être revus à la hausse pour atteindre le plafond des 500 participants. Du coup, dans l'opinion remonte à la surface l'aspect du per diem des participations à ces forums nationaux. Pour de nombreux Kinois rencontrés ce mardi dans les rues de la capitale, les participants doivent renoncer à leur per diem. Payant les $280 là peut servir beaucoup au peuple congolais qui est donné à ces gens qui sont au dialogue là-bas pour chercher des postes. Ils devraient les faire gratuitement. Gratuitement. $280 c'est déplorable. En tout cas, c'est déplorable. Ils ont quitté vraiment. Celui-ci est par contre d'un avis un peu plus modéré. Même pour les bateaux, Normalement, ils devraient les faire gratuitement. Mais $280, c'est pas assez d'argent. Remettons-nous aux mathématiques un moment. $280, les per diem multipliés par 280 participants ferait un total de $78 400 le jour. $78 400 multiplié par 14, nombre de jours prévus pour les travaux du dialogue, ferait un total de $1 097 600. Reprenons le même calcul avec une probabilité de 500 participants. $280 fois 500, total $140 000. $140 000 fois 14, total $1 960 000. Quoi qu'il en soit, $1 097 600 ou $1 960 000, il s'agirait sans doute d'une somme assez consistante non prévue par un budget revu à la baisse à la suite de la conjoncture économique mondiale. Allez, c'est là où les Romains et les Grecs sont poignards. On passe à autre chose. Signature de l'accord de siège du WCS, c'est 6 septembre, entre les ministres des Affaires étrangères Raymond Tshibanda et le directeur national et représentant du WCS RDC Richard Tchombeki. Cet accord de renouvellement conclu pour 10 ans définit le principe de fonctionnement de cet organisme international en matière de l'environnement et conservation de la nature. Patricia Amoudi. Wildlife Conservation Society a renouvelé pour 10 ans son accord de siège. La signature du dit accord est intervenue mardi 6 septembre 2016 entre le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda et les directeurs nationaux et représentants RDC. Cet accord définit les principes qui vont gouverner le fonctionnement de WCS en RDC.
mais aussi les privilèges, les avantages que le gouvernement de la République démocratique du Congo accorde à WCS compte tenu de son implication et dans le développement du pays et dans les questions liées à la gestion durable des ressources naturelles. Plusieurs évaluations sont prévues par les WCS durant les 10 années à venir. Durant 10 ans, il y a comme cela des objectifs que nous nous sommes fixés mutuellement et qui seront évalués d'abord à mi-parcours et à la fin de ces 10 ans. Que cet accord fixe aussi ce qui est attendu, donc nos obligations envers le gouvernement de la RDC et celles de la RDC envers WCS. WCS œuvre dans le domaine du changement climatique, conservation de la nature et inventaire, ainsi que le suivi animal de la faune et de la flore. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab, a présidé ce mardi une réunion de sécurité en compagnie de son collègue de la Défense et les responsables de l'armée nationale et de la police nationale congolaise. Ceci pour évaluer les récentes mesures sécuritaires prises par le chef de l'État lors de son dernier passage à l'est du pays. Les détails avec Yacine Kombi, joint au téléphone par Sylvie Fortuné-Mboula. Le ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab, est accompagné par le ministre de la Défense, Crispé Atamatabé. Cette équipe rejoint celle du chef d'état-major général des FARDC, Didier Toumba, et le commissaire général de la police, Charles Bissengimana, en séjour à Béni il y a environ une semaine. C'est pour évaluer les mesures sécuritaires prises par le président de la République après les récents massacres d'une cinquantaine de civils en Belou et Rwangoma, que leur présence se justifie à Béni. Nous sommes venus justement à mission les contrôles pour évaluer les mesures sécuritaires qui avaient été prises par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Et la haute direction de l'armée est ici et nous pensons que tout va redevenir normal. Sinon la haute direction de l'armée ne serait pas ici. Parmi les mesures déjà prises, il y a ces couvre-feux instaurés dans les 2 villes du Grand Nord et la scission du commandement des opérations Sokola 1, Béni et Yacine Kombi. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwana Nyembo, a présidé lundi une réunion du comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo. Réorienter la stratégie économique pour faire face à ce risque de décrochage qui s'observe dans les pays, et cela en accroissant l'offre intérieure pour atténuer la rigidité des importations. Telle est la recommandation qui est sortie de cette 8e réunion ordinaire. Dans mon mat, Eric Issa. Réunis autour du gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwana Nyembo, les différents experts membres du comité des politiques monétaires ont passé en revue les évolutions macroéconomiques. Aux exportations de produits de base et la production intérieure qui est insuffisante. Et la seule façon d'enrayer cette dégradation, c'est de produire suffisamment pour être en mesure de couvrir ces déficits de production sur la consommation et arrêter avec les importations. Cette production intérieure, en plus de stabiliser les réserves internationales, va également permettre la création d'emplois, la redistribution du revenu et surtout replacer notre économie de manière résolue sur les chemins d'une croissance soutenue. C'est important. À l'issue de cette réunion du comité des politiques monétaires, le gouverneur de la Banque centrale du Congo a procédé à la présentation du rapport sur la politique monétaire au premier semestre 2016, un tour d'horizon sur la revue de l'économie mondiale et intérieure, un rapport qui retrace la conduite de la politique monétaire et des changes au premier semestre de l'année, ainsi que des perspectives pour le second semestre. Il est déjà disponible à la BCC. Ainsi, suite à l'absence de chocs majeurs susceptibles de perturber à court terme la stabilité du cadre macroéconomique, le comité a décidé de maintenir inchangés les dispositifs actuels des politiques monétaires. L'actualité, c'est également la reprise des cours dans nos différentes écoles. On s'intéresse aujourd'hui à 2 écoles où le cours ont repris. Normalement, il s'agit du complexe scolaire Bakona et du collège Émérite, où les chefs d'établissement invitent les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Les inscriptions sont gratuites.
Le constat au deuxième jour de la rentrée a été fait par Patricia Molengombolekuni et Hugues Moussangilay. Nous sommes au numéro 3 de l'avenue Bumba au quartier Livoulou dans la commune de Lemba, au collège Émérite. Ici, au deuxième jour de la rentrée scolaire, les élèves et les personnels enseignants ont répondu présents et les cours se donnent normalement. D'ailleurs, la cour est remplie des bambins de la maternelle. Nous avons accueilli les enfants hier. Ils étaient nombreux. Aujourd'hui aussi, ils sont nombreux. Et nous avons vraiment commencé les activités telles que le calendrier scolaire les demande. Et je sais qu'il y a certains des parents qui gardent encore les enfants à la maison. Mais nous voulons leur lancer le message disant que nous avons déjà commencé et que les enfants viennent. Ceux qui tardent encore, qui sont encore à la maison, qu'ils viennent nous rejoindre parce que nous avons déjà commencé. Un peu plus loin, dans la même commune, au complexe scolaire Bakona, le constat est le même. Le responsable d'école en profite pour expliquer aux élèves le thème patriotique de la semaine, comme le recommande l'initiation à la nouvelle citoyenneté. En somme, la rentrée est effective. Les parents qui gardent leurs enfants encore à l'école, je leur demande de faire un effort, de pouvoir envoyer rapidement les enfants ici chez nous. Nous avons la section maternelle, nous avons la section primaire et la section secondaire. C'est-à-dire tout n'est pas de manière bien ordonnée ici. Nous avons un enseignement de qualité, les enseignants qui sont qualifiés et les parents peuvent nous faire confiance puis les frais sont à la portée de toutes les bourses. L'année scolaire 2016-2017 a bel et bien démarré aux parents d'envoyer les enfants à l'école pour assurer leur formation dans les établissements scolaires sérieux. Malgré l'interdiction du ministre de l'enseignement primaire, beaucoup d'écoles continuent d'organiser la vente à prix fort des objets scolaires. C'est que dénoncent les parents d'élèves rencontrés par Laetitia Ngwadi et David Tembeni. Reportage. La vente de fournitures scolaires dans des écoles, entre autres les uniformes, tenues de gymnastique, journal de classe, etc., a été interdite par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté. Et pourtant sur terrain, les chefs des établissements continuent à imposer cette pratique aux parents. Ces derniers se plaignent des prix élevés de ces objets classiques par rapport à ceux vendus sur le marché. Même si l'école voudrait vendre dans la rue, mais l'école pourrait fixer ça à 6 000, peut-être le frais de couture, et peut-être pour donner aussi un peu d'argent à l'école. Mais quand alors ils sont en train de quadrupler le prix, c'est là où le bas blesse. La chose la plus importante est que l'État songe à payer les enseignants un salaire décent qui peut nouer le début du mois. Ils font ça, ils désobéissent à l'instruction. Là, il faut que le gouverneur, entre autres, le gouvernement puisse faire le suivi. Parce que très souvent, dans telle école, on trouve que les prix d'uniformes sont très souvent supérieurs au prix du marché. Selon certains établissements, les uniformes vendus sont avantageuses parce qu'elles portent les cuissons de l'école. Mais la plupart des parents n'approuvent pas ce système qui continue de s'appliquer dans des écoles et ils confirment d'avoir du mal à réunir ces frais qu'ils jugent exorbitants. Bouclons ces dossiers rentrée scolaire en faisant appel à notre correspondant à Bandundu-Ville qui nous fait savoir l'ambiance qui a régné au premier jour de la rentrée des classes dans cette partie du pays. Suivez. Après des mois de repos en famille, les voici à nouveau reprendre le chemin de l'école. Comme l'on peut le constater, en cette première journée, le riz de la ville sont pris d'assaut par le bleu-blanc, synonyme de l'effectivité de la rentrée scolaire à Bandundu. Contrairement aux années révolues, les encadreurs en cette année n'ont pas tardé à reprendre les activités. Au lycée Sainte-Marie-Goretti, collège Kivuvu et au collège Saint-José-Maria Escriva par exemple, déjà en la première journée, les élèves ont vraiment appris des choses. Certains profs commençaient déjà, soit avec l'introduction, le plan du cours. Je pense que demain déjà on entrera à plein pied dans la matière. Pendant que dans certaines écoles, le train a démarré, dans d'autres par contre, on continue à rêver. Occasion pour l'autorité des tutelles de stimuler les acteurs dans une ronde de motivation effectuée ce matin dans quelques écoles. Signalons que dans la quasi-totalité d'écoles de la ville, cette première journée a été caractérisée par le prise de contact entre enseignants et encadreurs. Précisons que les influences politiques à instrumentaliser l'école n'a pas été salutaire à Bandundu. Ce matin, les élèves ont été massivement au rendez-vous du savoir dans leurs écoles respectives. De Bandundu-Ville, Rolé Moukiaka, Antenne A.
Une page rose dans ce journal, le mariage pleuve à Antena après Papa Bomémé, après Mboshilo Kinzonzi. C'est le tour de Anne-Marie Ossite, journaliste à la rédaction d'Antena, qui s'est unie dans les liens du mariage avec Gilles Mbala. Nous proposons de suivre cette page rose que vous donne Sylvie Fortuné-Mboula. Fini avec le célibat. Anne-Marie et Gilles sont désormais un par le lien du mariage. Voilà une histoire d'amour qui a produit un joli résultat. C'est le mariage. D'abord, les deux amoureux ont été bénis à l'église La Trinité de Rigini. Ensuite, les heureux mariés se sont dirigés à la salle de fête pour rejoindre leurs invités. Anne-Marie Ossite, la mariée dans sa gloire, fait son entrée dans la salle dans le rythme d'une mélodie nigériane. Mise en place terminée, la fête peut maintenant commencer. Gilles et Anne-Marie sont le plus beau de la soirée. La chaîne de télévision Antena, qui était bien représentée à sa tête, John Gumboa, chef des services information, a bien voulu partager la joie des heureux mariés avec ses présents. Tout est bien qui finit bien. Gilles a finalement trouvé sa moitié, c'est Anne-Marie. Vive les mariés et beaucoup de bonheur à eux. Vive les mariés et bon vent à eux. Prenons à présent la revue de presse signature d'Omomata. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un dialogue inclusif partiel pour sauver la RDC du naufrage. C'est le titre à la une du journal, Le Vrai Modérateur. Au décompte, écrit les tabloïds, tous les efforts menés par les prélats catholiques, le président Sassou Nguesso, les émissaires américains et européens ont été infructueux. Le rassemblement n'a pas changé de position quant à sa participation au dialogue. Edem Kodjo s'évertue donc à contourner la difficulté en mettant une croix sur des absents dont il n'ignore pourtant pas qu'ils vont peser lourd au moment de la mise en œuvre des résolutions du dialogue, regrette le phare. Du dialogue politique national inclusif, la position du G7 n'a pas changé. Dans l'entretemps, à la Cité de l'Union africaine, les discussions sur le quota bloquent, rapporte la référence plus. Les participants exigent l'augmentation du quota de chaque partie prenante. À cette allure, écrit la consoeur, la liste des participants risque d'avoisiner plus de 500 personnes qui ne vont courir que derrière l'argent du contribuable. Changeons de registre avec la Cité africaine. Après les journées villes mortes, voici lundi sans école. Les rassemblements pour la consoeur auraient viré vers une dérive suicidaire. Dans l'opinion, poursuit les dépêches de Brazzaville, l'initiative n'a pas eu de répondants auprès de l'association des parents des écoles protestantes et du syndicat des enseignants du Congo qui ont dénoncé une instrumentalisation de la rentrée scolaire à des fins politiques. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et à demain. On va se quitter dans quelques minutes. Demain, c'est la suite du dialogue. Il est prévu ces grands débats autour de l'exposé du président. Ça va prendre combien de temps, combien de jours? C'est déjà calé? Ça sera aux dialoguants de décider parce qu'il faudra que les uns les autres puissent quand même dérouler leurs arguments pour que l'on sache qui aura le dessus sur les autres. Et puis, on va lever les options et on espère que ça va aller pour le bien. Parce qu'en réalité, dans les commentaires et même dans ce que Don Momata fait dans la revue de presse, on revient sur le fait qu'il y aura toujours tendance à pouvoir majorer les nombres de gens. C'est vraiment possible parce que jusque-là, ceux qui sont à l'intérieur, dans le débat, sont en train de dire qu'ils sont en train de poursuivre avec les contacts avec ceux qui ont été hésitants ou ceux qui ont refusé. Alors, au cas où ceux-là pourront
peut-être rejoindre ceux qui sont déjà à l'intérieur, ça va toujours bouger les lignes. Mais bon, j'ai aimé également ce que les uns ou les autres ont dit dans la population, que ceux qui sont là, si vraiment ils avaient rien que l'amour du Congo, ils n'allaient pas exiger aussi de l'argent, parce que bon, nous tous nous disons qu'il n'y a pas suffisamment d'argent pour organiser déjà ces élections-là, mais on espère que les uns et les autres pourront faire en sorte que nous puissions avoir ce que nous avons besoin, c'est-à-dire connaître ne serait-ce que quand est-ce que nous allons voter le président de la République et que les autres élections pourront poursuivre. Mais ils martèlent les uns et les autres et persistent qu'il n'y aura pas un troisième mandat pour le chef de l'État actuel qui en fait mandat, il n'y aura pas tripatouillage de la Constitution qui est le socle même de toutes les lois, dans la loi fondamentale, et puis d'accord. Ah, oui, ça a été dit, on va peut-être se quitter par cette petite question, le jeunesse se retrouve aussi dans les perdièmes. Non, c'est pour rigoler. C'est pour rigoler. Et la suite, optimiste pour la suite? Oui, optimiste parce qu'il s'agit du Congo. Nous n'avons que ça comme pays. Si vraiment nous l'aimons, travaillons. Parce qu'en réalité, les élections, c'est aussi l'expression du fonctionnement même de l'État. Travaillons partout où nous sommes pour que nous puissions faire avancer notre pays comme le font les autres. Ils n'ont pas 4 bras, ils n'ont que 2 comme nous et une tête. Réfléchissons, travaillons davantage pour embellir nos conditions et pourquoi pas faire de ce pays véritablement un grand, pas seulement dans le verbe, mais dans les concrets. Dans les concrets. Merci Eric Izami, journaliste à la rédaction d'Antenne. Il couvre pour nous et pour vous les travaux du dialogue congolais. On les